Et nous poursuivons cet après-midi avec la première table ronde de cette journée sur cet espace de Sierra Food Forum où nous allons parler de circularité totale. Est-ce un nouveau standard? Bonjour Lydie. De la gestion des ressources à l'optimisation des approvisionnements, la circularité devient-elle un nouveau standard? C'est l'une des questions que nous allons nous poser, notamment en redéfinissant les règles de jeu pour un avenir plus responsable. Quels sont les défis pour atteindre cet objectif en maintenant la rentabilité d'un établissement? La circularité est-elle un rêve réaliste pour tous les restaurateurs? Est-ce un impératif d'avenir pour un monde plus responsable? Voici quelques-unes des questions que nous allons poser aux intervenants qui ont eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir Stéphane Martinez, président de la commission RSE au GHR, Michel Sanson, président GECO Food Service, et Mike Ecker, le fondateur de Bewater. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour. Ah, monsieur Dubourg, vous êtes là? Il faut vous serrer un petit peu. Ça va être aux allez boire chaud. On a prévu un grand canapé, donc ça tombe bien. Julien Dubourg, président exécutif de Citeo Pro. Je vous demande de me pardonner de ne vous avoir pas présenté pendant la première salve, mais comme vous n'étiez pas encore parmi nous au moment où j'ai franchi les rideaux, j'attendais que vous soyez là pour vous présenter. Donc voilà, Julien Dubourg est parmi nous. La table ronde est au complet. On va parler de circularité totale. Stéphane Martinez, j'ai envie de commencer par vous. Merci, bonjour. Président de la commission RSE au GHR, votre mission est donc de défendre l'intérêt des professionnels et d'assurer une veille réglementaire afin de renseigner ensuite vos adhérents et de les accompagner dans leur transition environnementale. Ma première question, vos adhérents sont-ils en majorité sensibles à la cause de l'environnement? Ont-ils en tête qu'il faut transiter, je dirais? Je vous dirais, ils le deviennent de plus en plus grâce à notre commission RSE qui nous permet de les sensibiliser et de leur montrer par rapport à la réglementation sur la transition tout ce qu'ils ont à faire et de leur expliquer ce qu'ils ont à faire. Donc oui, de plus en plus, et ça devient même indispensable, je vous dirais, pour nos adhérents. Quels sont les outils que vous mettez à leur disposition pour les aider? Alors nous, on a créé un guide RSE, justement, pour les accompagner dans la première démarche. Et ensuite, on est là pour les accompagner. On a une commission, donc on intègre dans notre commission beaucoup d'adhérents et on leur explique un peu toutes les démarches qu'ils ont à faire. Quels sont les principaux thèmes aujourd'hui que vous abordez? Les principaux thèmes je crois qu'il y a l'énergie notamment. On a l'énergie, on a le réemploi, on a l'eau qui est très important et on a la collecte des restes alimentaires et la valorisation des restes alimentaires. Ça, c'est les gros thèmes qu'on a depuis 1 an, 2 ans et qu'on va perpétuer pendant 2-3 ans encore. Ça, c'est le point principal? Oui. Michel Sanson, un petit mot sur ces différents points, sur ces différents thèmes de l'énergie. Qu'est-ce qui est sensible, qu'est-ce qui est crucial dans la transition environnementale en ce moment? Alors la question, elle est très très large, parce qu'il y a à la fois l'énergie, il y a l'eau, et puis il y a les emballages. Et nous, c'est quand même un sujet qui nous préoccupe beaucoup parce que on vit un espèce de, moi, ce que j'appelle un French paradoxe. C'est-à-dire qu'on a des industriels qui n'ont jamais été aussi motivés pour avancer sur le sujet. Nous, on représente le GECO Food Service, ces industriels fournisseurs des restaurations à domicile. L'ensemble de l'écosystème est extrêmement mobilisé, à la fois les distributeurs, les restaurateurs. Mais par contre, vous savez, les Anglais disent souvent it takes two to tango, c'est-à-dire que pour bien danser, il faut être deux. Et on a un gros absent, c'est les pouvoirs publics. On les cherche encore. Et ils se cherchent beaucoup, j'ai l'impression. Et ça ne nous aide pas beaucoup pour avancer. Alors, vous parlez des emballages. Je pense que les emballages, ça signifie la REP, c'est ça, hein? Et là, Julien Dubourg, c'est un peu vous le spécialiste chez Citeo Pro. Un petit mot, j'aurais peut-être pu commencer par ça. C'est quoi Citeo Pro pour les gens qui ne connaissent pas cet organisme? Alors, Citeo Pro, c'est une filiale de Citeo. Ça va peut-être pas éclairer tout le monde, mais je pense et j'espère que tout un chacun trie ses emballages tous les jours. Et Citeo, c'est une entreprise qui est gérée par les industriels, par les entreprises de la grande conso,
pour gérer le recyclage, pour gérer le réemploi. Et typiquement, qui gère le bac jaune en partenariat avec les collectivités locales. Et donc Citeo Pro, c'est exactement la même chose. Donc c'est un éco-organisme qui a été créé par les entreprises, les industriels notamment du secteur de la restauration, qui fournissent le secteur de la restauration, pour développer la réduction des emballages, pour développer le réemploi et évidemment pour développer le recyclage et permettre aux restaurateurs de faciliter ces actions et de déployer le réemploi lorsqu'il le peut et le tri dans son restaurant pour ensuite alimenter les filières de recyclage. Parce que là, on a dans la politique du pollueur-payeur, hein, c'est un peu ça. C'est-à-dire que celui qui produit un emballage aujourd'hui doit verser une cotisation pour qu'il soit traité ensuite, enfin récupéré. Parce que là aussi, il y a différentes choses. Hein, il ne suffit pas de récupérer l'emballage, il faut savoir ce que l'on en fait. Exactement, Michel en parlera également. La responsabilité des entreprises ne s'arrête pas juste à la porte de celle-ci, c'est aussi sur les déchets qu'elles génèrent. Et donc tout ça est réglementé. Et donc ces éco-organismes, donc on est en une forme de mutuelle. On intervient pour le compte des entreprises qui ne peuvent pas gérer pour chacune aller récupérer ces déchets d'emballage dans chacun des restaurants ou dans chacune des maisons. Et donc nous, on intervient en tant que mutuelle pour pouvoir développer ce geste de tri, de développer les filières de recyclage et puis de plus en plus de développer le réemploi lorsque cela est possible. C'est déjà présent dans le secteur de la restauration, ça peut encore se développer. Qu'est-ce qui se passait avant le restaurateur, quand il utilisait un emballage, il le mettait dans sa poubelle jaune et on n'en parlait plus? C'était comme ça que ça se passait? Vous avez le droit, que je précise, une petite chose de fonctionnement, vous avez le droit de répondre. Non, mais j'ai l'impression que vous attendez tous que je vous donne. Non, c'est bon. Mais je pense que celle-là, personne ne veut la prendre. Je vais bien vous l'apprendre. Mais les restaurateurs, qu'est-ce qu'ils font avec les emballages? Ils les mettent dans le bac jaune. Ouais, c'est ça. Sur Paris, donc ils y vont. Et je vous dirais même plus, beaucoup de nos professionnels, qui sont hôteliers, restaurateurs ou traiteurs, vont dans des démarches environnementales, donc commencent à trier, mais depuis longtemps. À un moment donné, ok, super, les espaces dans les grandes villes sont quand même assez restreints. Donc on a beaucoup de demandes de professionnels pour avoir beaucoup plus de collecte de matériaux secs, c'est-à-dire du bac jaune, plutôt que du bac d'ordures ménagères. Quand ils trient les biodéchets, il y a moins d'ordures ménagères, ils ont besoin de plus. Donc justement, le fait de les amener vers le réemploi va leur faire comprendre aussi que peut-être il faut travailler d'aucun cons avec les fournisseurs pour peut-être limiter les cartons, limiter les polyesters. Ça, c'est l'objectif qu'on a, de les sensibiliser. C'est pour ça que le GHR a signé un partenariat avec Citeo. On a vraiment besoin des acteurs comme ça qui nous permettent de montrer aux professionnels qu'il faut aussi, bon, trier, c'est parti, mais il faut aller vers le réemploi. Comment allons-y? Comment on va y aller? Alors, sont-ils sensibles? Ah oui, ils sont sensibles, bien sûr. On a énormément d'acteurs. Beaucoup de professionnels vont vers des écolabels. Donc, ils sont déjà dans des dynamiques positives. Moi, j'insisterai aussi sur le fait que on parle de REP, et là, on est au CIRA, donc on parle de REP restauration et demain de REP professionnel. On ne va pas vous expliquer tout le détail, parce que c'est un peu technique, et c'est d'ailleurs un des problèmes, c'est que c'est tellement technique, tout le monde s'y perd. Mais on en reparlait encore avec Julien, il ne faut pas oublier que la REP emballage ménager, elle a été créée, je crois, en 1992, Julien. Donc elle a mis plus de 30 ans à passer vraiment dans les habitudes. Et c'est ce à quoi on est confrontés, nous. C'est que je crois que jamais notre écosystème n'a jamais été autant mobilisé là-dessus. Moi, je suis depuis presque 2 ans président du GECO Food Service. Je rencontre beaucoup de gens à notre aval, à la fois nos distributeurs, nos restaurateurs et les syndicats de restaurateurs, mais aussi les grandes chaînes de restauration. Tout le monde est prêt à dire, bien sûr, il y a un principe pollueur-payeur, mais en fait, tout le monde a compris que ce n'est pas seulement le sujet de l'industriel. Parce qu'il faut bien que l'industriel, il apporte son produit ou son service dans un conditionnement qui soit utile pour le chef. Il ne peut pas le livrer en vrac sur le trottoir. Bon. Donc tout le monde a compris ça. Et ça, c'est un bien commun qu'on a. Et on le voit parce que quand on intervient au Sénat ou à l'Assemblée nationale, on a face à nous des gens qui nous disent « Waouh, vous êtes vraiment organisés, vous êtes vraiment de la fourche à la fourchette et vous parlez le même langage. » Donc ça, c'est bien. La seule chose, c'est que pour qu'on avance, il faut un cadre réglementaire qui soit compréhensible, lisible, qui soit en anticipation et avec de la visibilité. Et quand vous mettez ces 3 trucs-là et que vous rajoutez REP, pour faire une vanne à la Pierre des Proches, cherchez l'intrus. Voilà. Donc REP, c'est un truc qui aujourd'hui, alors que c'est communément, je crois, vraiment pris à bord par tous les professionnels que j'ai pu rencontrer, malheureusement, le cadre réglementaire ne cesse de bouger, pas clair, illisible, et en plus, on fait des copier-coller hâtifs de la GMS sur la CHD. Alors que nous, on a besoin
Par exemple, parce qu'on vend notamment à des distributeurs qui vendent même à des marchés publics, on a besoin d'avoir les tarifs 6 mois avant. Et ça, on a énormément de mal à l'obtenir. Voilà. Parce qu'on a beau dire que le meilleur emballage est celui qu'on ne produit pas, vous le soulignez, on a besoin de conditionnement à destination des restaurateurs. Alors, deux questions. La première, est-ce que les industriels ont déjà commencé à faire l'effort de réduire ces emballages? Et la deuxième question qui en découle, c'est les restaurateurs, eux aussi, font-ils plus attention aujourd'hui à réutiliser, par exemple, des cagettes, des caisses, des cartons, etc. Alors moi, je peux répondre à la première question. C'est absolument flagrant. Moi, je me suis amusé, on a 110 adhérents au GECO, à aller sur toutes les pages de chacun de mes adhérents. Et vous voyez les actions qui sont menées sur la RSE de façon générale et sur les emballages en particulier. Donc c'est phénoménal ce qui est en train d'être fait. Attention, parfois c'est compliqué parce qu'on a aussi des performances de techniques qu'on doit respecter, puisque nos produits, ce pas des produits qui vont à la ménagère, ils rentrent dans des comptes d'exploitation, ils rentrent dans des fiches recettes, ils rentrent dans des modes opératoires. Donc il faut que les emballages, ils collent à ça. Et ce n'est pas toujours si simple. Par exemple, on en parlait encore ce matin, quand on a commencé à utiliser des plastiques recyclés, on s'est rendu compte sur certains films de protection de matières alimentaires qu'on avait des micro-fuites, parce que quand vous regardez sur un microscope à balayage électronique, ben vous verrez que la surface d'un film recyclé, ce n'est pas du tout la même surface qu'un film natif. Et donc ça, c'est des trucs très concrets. Voilà. Et il ne faut pas oublier qu'on n'est pas, une fois de plus, en milieu grande et moyenne surface. On est dans un emballage professionnel, donc il faut aussi que ça rentre et que ça colle à l'usage du chef. Julien Dubourg, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, peut-être un point d'attention par rapport à ce que vous évoquiez sur le meilleur emballage, c'est celui qui n'existe pas. Évidemment, il y a un enjeu de réduction, il est incontestable. Il faut faire attention, évidemment, au gaspillage alimentaire, parce que c'est là où il y a, si jamais le fait de diminuer tellement cet emballage engendre du gaspillage alimentaire, les impacts environnementaux sont encore plus importants. Donc il faut le juste emballage qui va avoir ses fonctions, ses caractéristiques de protection du produit. Peut-être sur l'ordre de marche et donner un exemple sur Stéphane évoquait le fait que le geste de tri, il est courant chez les restaurateurs. Le système de réemploi, il est assez développé sur le secteur de la boisson, mais sur beaucoup d'autres secteurs, c'est beaucoup moins le cas. Et c'est là où il y a finalement besoin de mise en commun d'énergie, parce que l'industriel tout seul, s'il développe son réemploi, une gamme en réemploi, mais que le restaurateur n'est pas prêt, ou qu'il n'y a pas le système de reverse logistique, il n'en fera rien du tout. Idem chez le restaurateur s'il a cette ambition-là. Et donc c'est bien l'objectif de Citéo Pro, finalement d'agir en tant que mutuelle et de coordination de cette démarche collective pour pouvoir développer des systèmes de réemploi à petite échelle premièrement, et puis ensuite de pouvoir déployer à l'échelle et avoir significativement de l'impact. Stéphane Martinez, pour la deuxième question, pour les restaurateurs, on parle de boissons. Effectivement, c'est assez simple, hein, une bouteille pleine repart vide, il y a un casier. Mais j'ai l'impression que les restaurateurs ont aussi commencé, notamment des artisans, des gens qu'on trouve un peu partout en province, à réutiliser des caissettes, à rendre à leurs reproducteurs de lait, de légumes, des choses qui sont arrivées, qui repartent vides et qui reviendront pleins ensuite. Enfin, ils sont assez sensibles à ça, j'ai l'impression. Oui, ils sont sensibles et puis c'est plus simple aussi pour nos professionnels. La fameuse cagette en bois dans laquelle vous parlez, quand on travaille avec des fournisseurs qui travaillent avec des fournisseurs qui vous produisent des emballages, des caisses en plastique et qui repartent avec, les professionnels, ils n'ont pas la caisse en bois à mettre dans la poubelle. Vous voyez, donc il y a déjà un geste de mieux. Les caisses, elles sont pliables. C'est un geste de simplification et je pense que beaucoup de nos professionnels sont partants pour ça. Après, au niveau national, il n'y en a pas partout. On a des professionnels sur l'Île-de-France qui sont bien actés avec, je ne donnerai pas des noms, mais des acteurs qui vous font la reverse logistique sur des caisses en plastique. À Bordeaux, ça n'existe pas. À Lyon, il n'y en a pas. Vous voyez ? Donc, mais les professionnels sont prêts à travailler avec des fournisseurs qui repartent avec leurs emballages. C'est une simplicité pour nos professionnels. Alors, on va faire, avant d'aborder le cadre législatif dont vous parlez, j'ai envie de donner la parole à Mike Ecker, fondateur de Bewater, parce qu'on parle donc de circularité totale. Alors pour le peu, vous avez travaillé sur un élément qu'on a évoqué au tout début, c'est l'eau, ressource qui se raréfie.
Et je vais vous laisser expliquer vous-même votre système et ce que vous avez créé. On va vite comprendre en quoi la circularité est assez complète. En 30 secondes ou en 2 heures? Non, non, alors il va falloir qu'on essaie de trouver un juste milieu, Mike. Bien sûr. Donc, d'abord, on vient essayer de résoudre les problématiques qui est autour de la table d'un autre angle, qui est effectivement l'angle qu'on n'a pas besoin d'emballage. Or, dans l'eau, traditionnellement, on était toujours dans une logique d'avoir une eau à table, eau qui est embouteillée quelque part et qui voyage. Ce qu'on essaie de résoudre, c'est qu'on amène des véritables solutions à la fois technologiques, mais aussi expérience consommateur. C'est des systèmes de filtration d'eau qui se mettent au restaurant, mais aussi des bouteilles scellées qui sont embouteillées en ville et qui sont complètement circulaires. Et donc, pour nous, les métiers de la restauration, qui est un métier magnifique, il faut accomplir plusieurs objectifs. D'abord, il faut sublimer les clients. Il faut assurer qu'il y a une expérience qualitative dans les normes alimentaires. Et puis, de l'autre côté, il faut assurer que le restaurateur gagne bien sa vie. Et troisièmement, qui est l'élément qui nous réunit tous, c'est assurer que la planète arrive à survivre. Et c'est ces trois éléments que BeWater essaye d'assurer à travers à la fois une technologie qui est complètement innovateur, qui met le goût de l'eau d'une manière différente. On filtre toutes les impurités, on garde les minéraux. On a un système d'activation d'eau qui permet à mettre une couche soyeuse de l'eau. Et on a d'autres innovations qui permettent à embellir le goût de l'eau dès qu'on déguste un plat. Et puis, de l'autre côté, on assure une circularité totale parce qu'il n'y a pas de déchets, il n'y a pas d'emballage. Et avec une marque qui se veut être leader au niveau gustatif, mais aussi au niveau responsabilité, on arrive à gagner le cœur du consommateur. Et les restaurateurs que vous démarchez sont sensibles à ça? Parce que c'est vrai que on commence à voir depuis plusieurs années des eaux qu'on filtre, qu'on gazéifie dans le restaurant. Le client, il accueille ça comment? Alors, je pense que le marché a été déjà développé par plusieurs acteurs. Nous, on est une activité assez jeune, une marque assez jeune qui arrive sur la France il y a 2 ans, mais avec de véritables innovations. Et l'innovation peut-être principale, c'est une innovation de quelle est notre posture. On a une posture d'une marque d'eau, pas d'un appareil. Et dès que je vais dans un restaurant et je vois une carafe avec le nom du restaurant, finalement, le message, il est différent. Tandis que ce qu'on essaie de véhiculer, c'est un message de responsabilité, de qualité. Et là-dessus, on est très innovateur. Vous avez dit que l'eau existant sur place, pourquoi la faire venir de loin? Alors, il y a 2 systèmes, je crois. C'est-à-dire que soit vous installez un système directement dans le restaurant, mais vous avez aussi, à Paris, ouvert une usine de traitement. Donc là, on est dans une échelle autre. Alors, on est très fiers d'avoir ouvert la première usine d'embouteillage d'eau intramuros Paris. Ça fait partie de notre modèle. On a une vingtaine d'usines dans le monde. Je pense que la vision qu'on a, c'est que chaque grande ville en France devrait avoir une usine en plein centre qui permet à livrer une bouteille scellée en verre qui est complètement circulaire avec un système de déposit et qui est toujours limité à une zone de chalandise de transport de pas plus que 10-15 km. Et comme ça, l'empreinte carbone par rapport à une bouteille en plastique ou même une bouteille en verre qui n'est pas circulaire est réduite par au moins x8. Vous avez d'autres projets d'ouverture d'usines de traitement de ce type, hors Paris? Alors, sur Paris, on a ouvert la première usine. On est très fiers de cette usine. Donc, nos usines sont des micro-usines. Il ne faut pas imaginer une usine qui sait faire les 30 millions de bouteilles à l'heure qu'un grand minéralier sait faire. Notre capacité est à peu près 6 millions de bouteilles par année. Donc, on se limite d'une manière intentionnée pour livrer juste dans une zone. Donc, je n'exclus pas qu'il y aura plusieurs usines à Paris. Et puis, on va ouvrir notre première usine sur Nice, courant le printemps. Et puis, un développement qui continue. On est en pourparlers à Lyon. Donc, comme j'ai dit avant, je pense que d'ici 2 ans, il faudra imaginer que chaque grande ville en France a une usine d'embouteillage qui embouteille l'eau de la ville, qui est différent parce qu'il y a aussi l'aspect gustatif. L'eau,
finalement, c'est un produit local. Il n'y a pas mieux qu'une eau locale qui a toujours une caractéristique dans sa minéralité qui est locale. Et notre procédé permet d'assurer qu'il y a cette signature locale, parce que un Parisien et un Marseillais peuvent toujours se battre sur leurs équipes de foot, mais ils vont également se battre sur leur qualité d'eau, et on arrive à respecter cet aspect local. Mais on le sent bien, ne serait-ce qu'à Paris, puisque vous parlez de Paris, d'un arrondissement à l'autre, l'eau servie dans une carafe n'a pas le même goût. Absolument. Donc, c'est un... Absolument. Après, notre innovation qu'on lance ici au CIRA, c'est une innovation d'activation d'eau. Donc, on a une carafe qu'on a développée qui permet à prendre le bruit électromagnétique qu'il y a autour de nous, avec un résonateur qui est dans le fond de la bouteille. Et qui permet à accélérer les mouvements moléculaires de l'eau. Et tout ça pour faire quoi? Pour ouvrir les papilles gustatives. Et donc c'est ça, c'est que les chefs étoilés apprécient, parce que jusqu'à maintenant, l'eau était toujours servie à côté du plat. Maintenant, l'eau peut participer dans l'expérience gastronomique. Et d'ailleurs, beaucoup de chefs prennent notre eau comme ingrédient. Dernière question, quand vous approchez une ville pour y installer une usine de traitement, c'est une démarche politique, vous contactez les municipalités, comment ça se passe? Alors clairement, il y a l'aspect politique. D'une part, parce qu'on utilise une ressource publique. Finalement, les mairies sont notre fournisseur. Il y a une question de dérogation. On doit remplir beaucoup d'éléments législatifs. Donc, on associe la politique très tôt. D'une manière générale, la politique aime beaucoup ces projets parce que ça donne à la fois une image très positive de l'eau locale, et puis c'est quelque chose qui permet d'avoir des emplois sur place. Donc, on est un employeur qui a des usines dans chaque ville à terme, à chaque grande ville. Ça fait partie de l'économie locale. Michel Sanson, je vous repasse la parole. Je ne sais pas si vous m'avez vu venir avec ma question politique, mais on en est resté tout à l'heure avec vous sur ce côté complexité politique, inactivité. J'aimerais bien qu'on détaille un peu en quoi, en fait, les hommes politiques aujourd'hui ne font pas leur travail par rapport à ça. Ne simplifient-ils pas la mise en place, notamment de la REP, pour que les choses soient plus simples? Alors, je crois qu'il ne faut pas non plus faire un procès d'intention. Chaque fois qu'on rencontre des parties prenantes, et notamment les pouvoirs publics, dans 99% des cas, moi je vois des gens qui sont animés de très bonnes intentions, qui ont envie que ça se passe bien, et je dirais même plutôt des gouvernements qui se sont succédés, qui étaient pro-business, quand même, il faut le dire. Là où le bas blesse, c'est que leurs administrations, pour des raisons que j'ignore, ont peut-être un peu de mal à travailler en mode projet. Et je trouve que dans le cas de la REP, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, alors que tous les acteurs étaient sur le fond d'accord pour avancer et comprenaient bien l'enjeu, et vraiment dans une logique, c'est ce que je disais tout à l'heure, de filière, en se repassant le bébé, entre guillemets, mais positivement, en disant « Ok, toi, tu vas essayer de travailler sur l'éco-conception de tes emballages, toi, l'industriel, mais il faut quand même que tu me livres un produit à moi, distributeur, que je vais relivrer, etc. » Donc tout le monde était, je crois, franchement, prêt à jouer le jeu. Pour des raisons que j'arrive pas encore à m'expliquer, on a l'impression que quand ça se transporte, par contre, dans les alcôves du pouvoir et qu'on est en train d'écrire les décrets, les modalités d'application, en fait, ce qui fait qu'un projet marche ou pas, on n'a pas la même énergie que quand, par exemple, on s'occupe de la reconstruction de Notre-Dame ou les Jeux Olympiques. Voilà. Ça, c'est quand même deux exemples magnifiques où la France a montré que quand elle se donnait les moyens, quand elle avait une ambition et quand elle mettait une personne responsable d'un truc, ça marche. Et bien nous, on cherche encore notre monsieur ou notre madame REP. On aimerait bien la trouver. Non pas pour que cette personne passe un mauvais quart d'heure, mais parce qu'il faudrait quand même qu'elle prenne le sujet, qu'elle rassemble toutes les énergies qu'il y a autour de la table, et Dieu sait si on a cramé du gaz sur le sujet, pour remettre à plat le truc et faire en sorte que ça marche. Et de ce point de vue-là, avec Citeo Pro et avec les autres organismes, on a le même combat. C'est-à-dire qu'il faut que ça fonctionne. C'est vraiment très important. Qu'est-ce qui coince? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et ce qui coince, c'est que les textes, à chaque fois, sont annoncés et arrivent avec 1 an, 2 ans, 3 ans de décalage.
Le dernier exemple en date, c'était la REP qui avait été déjà pour la restauration reculée plusieurs fois, qui finalement était annoncée au 1er janvier 2024. Donc nous, un an avant, 2 ans avant, 6 mois avant, on a alerté en disant attention, on ne va toujours rien venir. Si vous n'avez pas fait les décrets, si vous n'avez pas lancé les cahiers des charges, comment vous allez consulter? On a l'impression, franchement, qu'on prêche dans le désert. Et puis, le 15 mars, on se réveille, on nous dit ah bah ça y est, c'est bon, maintenant on a l'éco-organisme, Citeo Pro, et puis on a le tarif. Donc on leur dit ben, c'est 15 mars 2024. Mais vous savez qu'on a des négociations avec nos clients, vous êtes au courant ou pas? Et nous, en fait, il nous fallait les tarifs en juillet 2023 pour les applications 1er janvier 2024. Ça peut sembler long, mais on est dans du B2B. On vend à des distributeurs qui eux-mêmes revendent à des restaurateurs qui eux-mêmes revendent à des convives. Et dans ces restaurateurs, on en a un certain nombre qui sont en marché privé ou en marché public. Et donc, en fait, l'État ignore l'État. C'est-à-dire que l'État qui devrait nous donner des guidelines très clairs, avec des timings clairs et avec des instructions claires, nous empêche de servir l'État, puisque par ailleurs, les collectivités territoriales ou les collectivités d'État nous demandent, elles, via nos distributeurs, des engagements sur le long terme. Donc, c'est absolument ubuesque. Je ne pense pas que ça soit une volonté de nuisance, c'est pas ça. Mais je pense que le sujet n'est pas pris sérieusement. Voilà, c'est tout. Et je pense que si on veut, on peut. Donc en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas une vraie volonté politique de faire aboutir ça. Et autant vous dire que dans nos entreprises, qui sont des entreprises privées, qui sont des COP, qui sont des entreprises familiales, si on avait un directeur ou une directrice des opérations, ou un directeur ou une directrice de la transformation, Il marche. ça marche. Si une personne de nos organisations avait mené le projet tel qu'il a été mené, honnêtement, il aurait été très challengé par son COMEX, son conseil d'administration, son comité de direction, qui leur dit « là maintenant, ça ne va pas, on veut connaître les raisons pour lesquelles ça coince, et il nous faut le plan d'action correctif ». Et nous, c'est ce qu'on demande. Voilà. Le dernier exemple en date, théoriquement, la REP, emballage professionnel, donc l'emballage de restauration, élargi aux emballages, ce qu'on appelle industriels et commerciaux, c'est-à-dire à la fois l'emballage secondaire et tertiaire, pas seulement l'emballage qui contient le produit, elle aurait dû être en place depuis le 1er janvier 2025. Il ne vous a pas échappé que le mois de janvier est déjà bien avancé. Nous n'avons toujours pas les textes, nous n'avons toujours pas les éco-organismes, nous n'avons toujours pas les tarifs, et on nous parle, semble-t-il, d'une application au 1er janvier 2026. Mais moi, je vous le dis, 1er janvier 2026, il faut qu'il se grouille, il faut qu'il s'arrache. Parce que si on veut être prêt au 1er janvier 2026 et avoir les tarifs à l'avance, on est déjà à la bourre. Voilà. Et ça, on a l'habitude, la chefferie de projet, ça nous connaît dans les industries. Julien Dubourg, je crois que vous vouliez réagir. Oui, si je peux me passer au passage. Comme il passe devant. Ça fait déjà 2 petites années que dans nos commissions, on essaie de comprendre, faire comprendre. Donc on travaille pour essayer de comprendre cette REP, essayer de l'expliquer à nos professionnels. C'est compliqué. À toi, Julien. C'était court. Non, mais ça illustre bien la motivation à la fois des industriels et puis des restaurateurs pour avancer. Effectivement, il y a besoin d'un cadre de jeu. Et ce cadre de jeu, c'est la réglementation. Il y a une pression environnementale et c'est normal qu'il y en ait une de façon à diminuer les impacts environnementaux. Je crois que ce dont ont besoin les entreprises, puisque c'est elles qui financent, hein, et donc en bonne coordination, en bonne participation avec les restaurateurs, c'est de visibilité et d'anticipation. Il n'y a rien de pire pour un industriel ou un chef d'entreprise d'être contraint par des mouvements de coups de barre à droite, coups de barre à gauche, sur des choses que toutes les entreprises ne maîtrisent pas en plus. Hein. Ces sujets environnementaux, ils ne sont pas simples. Donc il y a des grandes entreprises qui savent bien le gérer, qui sont staffées, etc. Mais il y a un énorme, dans le secteur de l'industrie agroalimentaire, un énorme tissu de TPE et de PME qui a besoin d'être accompagné par ces organisations professionnelles, par leur éco-organisme. Et donc, il y a besoin de pouvoir leur donner de la visibilité. Et en cela, on est assez contraint. Donc, on est vraiment demandeur. Il y a une vraie dynamique qui se crée. Essayez de reprendre l'autre micro pour voir s'il fonctionne. Et un enjeu de visibilité et d'anticipation pour permettre aux différentes parties prenantes, une partie on représente ici, de pouvoir faire du collectif et aller vers les objectifs cibles. Michel Sanson. Ouais. Et c'est très important ce que dit Julien, c'est que quand on regarde par exemple à l'échelon industriel dans l'agroalimentaire, il y a près de 20 000 entreprises agroalimentaires en France qui ont toute vocation
d'une façon ou d'une autre à servir la restauration. Et nous, d'ailleurs, GECO, on les incite à aller sur ces marchés-là et à se désensibiliser de la GMS et à développer leur pilier export et leur pilier restauration. Et ce magnifique salon est un incroyable exemple de vitalité du secteur. Mais on va les perdre en chemin. Moi, je conseille par ailleurs des PME et elles sont paumées. Et donc, moi, le risque que j'y vois, c'est qu'on ait aussi un fonctionnement à deux vitesses. Que les grands du secteur qui seront sous l'œil, évidemment, et regardés de façon très vigilante, vont montrer l'exemple. Mais moi, ma crainte, c'est que derrière, on perde des trains entiers d'industriels ou de restaurateurs, on en parlait tout à l'heure, qui ne comprennent pas, qui ne sont pas forcément de mauvaise volonté, mais qui ont des toutes petites structures. Dans l'industrie aussi, on a des ateliers de fabrication où on est vraiment dans du domaine artisanal pour un bon nombre de nos TPE, PME, et c'est la même personne qui fait tout. Et donc, il ne va pas pouvoir, par exemple, passer des heures sur un site pour saisir des trucs qui sont absolument incompréhensibles. Et ça, c'est embêtant. Parce que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est plus l'administratif. C'est-à-dire que, en fait, quand vous êtes une entreprise qui produisait de l'emballage, il y a une taxe à verser, mais elle est déclarative. Alors, il y a cette complexité-là. Moi, je ne l'ai pas pratiquée parce que malheureusement, les organisations professionnelles n'ont pas accès au portail. Nous avons demandé aux autorités d'avoir accès au portail pour pouvoir vivre et faire un vie-ma-vie comme nos adhérents le font. On n'a pas le droit de le faire pour des raisons X et Y, bon, un peu ubuesques. Mais la vraie complexité, elle est surtout dans le manque d'anticipation. Je vais vous prendre un exemple très clair. Juste avant l'été, moi j'ai une grande chaîne de restauration collective. On connaît bien sa direction des achats. Et cette direction des achats nous a dit, mais vous qui êtes les professionnels de l'industrie agroalimentaire, pouvez-vous nous dire quels seront les tarifs qui seront applicables au 1er janvier 2025 pour que je puisse le rentrer dans mon budget? Donc vous voyez que c'est quand même, c'est proactif et c'est positif. C'est exactement ce qu'on disait tous, on est tous dans le même bain. Ce n'était pas quelqu'un qui me disait, bon, il paraît que vous allez passer des hausses, c'est votre problème, on n'en a rien à faire. Pour exemple, c'est quand même ce qui se passe parfois dans d'autres filières, notamment en GMS, quand on écoute les différents acteurs du marché. Là, ce n'est pas du tout ça. Mais la personne m'a dit très clairement, est-ce que c'est plutôt 1% de ma masse achat? Est-ce que c'est plutôt 0,5? Est-ce que c'est plutôt 2? Est-ce que c'est plutôt 3? Et pour lui, c'est vital de dire ça. Parce que c'est lui, il va donner ça comme lettre de cadrage à tous ces réseaux qui vont eux-mêmes répondre à des marchés sur lesquels ils vont obtenir des délégations de services publics, etc. Donc c'est ça la vraie difficulté. Après l'administratif, on trouvera une solution. Ça vient en plus énerver les gens. Mais le vrai sujet, c'est le manque d'anticipation et de visibilité. Et on a besoin d'un cap. Si on veut tracer la route, on a besoin d'un cap. Alors un mot, je pense qu'il serait intéressant d'aborder aussi un sujet. On a beaucoup parlé de la REP, donc de cette loi appliquée et de son fonctionnement. Il y a aussi une chose, quand l'emballage est arrivé donc chez le restaurateur, on va prendre le restaurateur et les hôteliers, quand on les collecte, qu'est-ce qu'on en fait? Y a-t-il aujourd'hui suffisamment de filières pour retraiter, pour transformer? Qu'est-ce qu'on suggère aujourd'hui? On refabrique quelque chose? On réutilise? Julien Dubourg, c'est vous qui allez répondre à ça? Vous avez raison de mettre le restaurateur et le restaurant au centre du jeu parce que c'est un maillon essentiel, parce que c'est lui qui fait l'acte d'achat et c'est lui qui va faire le geste de tri. Lorsque le tri est fait, pour la plupart des matériaux, on a les filières de recyclage. Le carton, ça fonctionne bien. Le verre, ça fonctionne très très bien. L'acier, l'aluminium, même s'il y a moins d'emballage de ce type dans le secteur de la restauration, ça tourne aussi. L'enjeu central et le point de progression, il va être essentiellement sur les plastiques. Parce que là, pour le coup, on a d'une part une grande diversité de plastiques qui, au niveau du recyclage, ne peuvent pas se mélanger entre eux. Une bouteille en plastique, ce n'est pas le même plastique qu'un film souple. Et donc, on a un enjeu de séparation. Donc, il y a des centres de tri qui existent. Sur la partie de restauration, certainement des capacités à avoir. Et puis ensuite, il y a le développement des filières de recyclage. Et c'est là où il y a des synergies entre Citeo et Citeo Pro, ou les éco-organismes, en tout cas, des deux filières, pour mettre des moyens en commun pour développer les filières de recyclage et avoir une pérennité et diminuer les impacts environnementaux de ces emballages. Quels sont les manques aujourd'hui en termes de recyclage? Alors, le geste de tri sur les emballages plastiques, parce qu'en fait, à chaque maillon, il y a des enjeux. Donc, d'avoir le bon geste de tri, c'est vrai chez le consommateur, c'est vrai aussi chez le restaurateur. Et on a des filières de recyclage à développer
sur le polystyrène. Donc c'est en train de sortir de terre là en 2025. Sur les emballages souples. Donc là, c'est des choses qui se créent. Et il y a aussi des démarches. Toutes les solutions ne vont pas être dans les filières de recyclage. Il y a aussi un enjeu d'éco-conception. Michel en parlait. Des plastiques multiples, complexes, ne pourront pas être retraités en filière de recyclage. Et là, la balle est du côté des entreprises pour essayer d'adapter leur chaîne de conditionnement et trouver les bonnes résines, les bons matériaux pour éviter ou pour faire en sorte qu'ils puissent être recyclés par la suite. Parce que pour que je comprenne bien le problème aujourd'hui, chaque acteur fabrique son plastique. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le même emballage partout. Ça oui, alors pour des raisons techniques, et je te laisserai compléter, Michel, pour des raisons de technique, de complexité, de protection du produit, il peut y avoir des choix faits par l'industriel pour des raisons d'efficience aussi, bien sûr, c'est respectable. Et donc c'est ce sujet-là qu'il faut faire changer ou c'est ce mode de conditionnement, ces choix qui sont faits lorsque ce ne sont pas les bons pour permettre à l'entreprise de s'adapter. Mais de la même manière que l'on évoquait la complexité et la partie administrative, d'un point de vue industriel, l'entreprise ne peut pas faire ça d'un claquement de doigts en 3 ou 4 mois. C'est des temps longs, ça peut être parfois des investissements, des changements de chaîne de conditionnement, et donc il faut laisser le temps aux entreprises. C'est bien aussi de les mettre en tension, hein, bien sûr, mais quand même de laisser le temps aux entreprises de pouvoir adapter et engager les bonnes pratiques. Oui, en fonction des produits. En fait, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de législation là-dessus qui encadre le fait qu'on emballe les packs d'eau avec tel type de plastique, que tout le monde emballe exactement de la même manière, donc on sait retraiter. On a quand même des contraintes et des qualités sanitaires à respecter qui font que ça élimine de facto certains emballages, hein, évidemment. Après, on peut chacun trouver des solutions. Attention, l'industriel, dans 99,9% des cas, il ne fabrique pas ces matières plastiques. Il les achète à un fournisseur qui sont eux-mêmes des très grands industriels de l'emballage, hein, qui ont d'ailleurs des budgets R&D qui sont très conséquents. Ils travaillent d'arrache-pied là-dessus, c'est très compliqué, ce sont vraiment des sujets compliqués. Moi, je vous invite d'ailleurs à regarder les travaux du Collège de France actuellement sur les biomatériaux de demain. Il y a des trucs incroyables sur ce qu'ils appellent les polymérsomes, qui sont déjà des nouveaux polymères qui ont des applications extraordinaires en médecine, mais il y en a aussi dans le domaine de l'alimentaire. Évidemment, il va y avoir des dépôts de brevets, des besoins d'investir de l'argent là-dedans. Ça fait aussi partie de tout ce qu'on est en train de faire dans la décarbonation de façon générale. Mais nous, industriels, on a besoin d'avoir des amont qui soient très proches de nous. C'est le cas, mais il y a une certaine inertie. On ne peut pas tout changer. Et quand bien même eux auraient les solutions techniques, il faut que nous, après, ça passe sur nos machines. Et on ne peut pas changer toutes nos machines d'un coup. Et c'est ce que je vous disais. On a des exemples parfois de machinabilité, de nouveaux matériaux qui sont compliqués. Mike Ecker. Oui, merci. Moi, je découvre, donc c'est fascinant, mais je suis inquiet parce que circularité, ça veut dire accomplir une circularité, une mission. Et donc, je me interpelle, est-ce qu'il y a des incentives? Donc, est-ce qu'on rémunère finalement les déchets? Ça me fait revenir à mes origines. J'étais à la base de création des Nespresso, donc il y a 35 ans. 35 ans, on a eu la capsule. Déjà en Suisse, on a lancé tout de suite le réseau de recyclage. Mais il fallait rémunérer. Il fallait incentiver les consommateurs. Donc là, il y a beaucoup de cœur et beaucoup d'éducation. Mais il fallait assurer que les industriels trouvent aussi une partie de l'investissement dans la valorisation. Et donc une filière a été créée, et puis je pense que c'est un bon exemple. Donc est-ce qu'il ne manque pas le pouvoir de rémunérer? Est-ce que le gouvernement ne doit pas rentrer aussi en ligne de compte? Ce n'est pas mon domaine, mais je suis interpellé par cette discussion. En tout cas, c'est une question à poser. Un mot, parce qu'on s'approche de la fin de notre échange. Deux petites choses qu'on n'a pas encore évoquées. Alors, je sais que ça pourrait aussi être le sujet de véritable table ronde, mais en matière d'énergie, donc j'entends les fluides qu'on consomme dans un restaurant, notamment dans un hôtel, pour chauffer le four, l'eau, etc. Et puis de l'autre côté, l'eau. Dont on a parlé, mais qui est une ressource dont certains ont déjà commencé à manquer dans certaines régions de France. Est-ce qu'on a moyen aujourd'hui, est-ce qu'il existe des systèmes pour créer une circularité là aussi? Alors, je sais que ce n'est pas facile qui se lance pour peut-être quelqu'un pour l'énergie électrique et l'autre pour l'eau?
Je ne sais pas si on peut parler de circularité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous regardez les investissements dans les usines en France ou dans les ateliers de production en agroalimentaire, mais pas que en agroalimentaire, parce que dans les fournisseurs de la restauration, il y a aussi l'équipement service hygiène. Et notamment sur ce collège-là, nous, on a des adhérents qui sont très avancés là-dedans. C'est hyper intéressant de discuter avec eux parce qu'en fait, ils vous expliquent les nouveaux systèmes qu'ils mettent en place. J'ai notamment, par exemple, un grand fabricant qui est ici exposant de tunnels de lavage. Et il est capable aujourd'hui de faire des économies en eau qui sont phénoménales et des économies en ETP, en personnes étant obligées d'opérer sur la ligne. Mais évidemment, ça nécessite par contre de renouveler les matériels. Et là, on arrive parfois, là aussi, à des situations un petit peu contre-productives. Par exemple, on dit qu'il faut qu'il y ait 20% de matériel recyclé dans les marchés qui vont être lancés. Mais en fait, 20% dans le matériel recyclé, comme il coûte 2 fois moins cher, ça veut dire qu'il faut mettre 40% de matériel recyclé dans votre nouveau matériel. Problème, c'est quand vous faites ça, ça part d'une très 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 bonne idée, mais par contre, vous ne ferez pas le saut technologique. Ça veut dire que vous resterez avec le matériel que vous aviez avant et vous ne bénéficierez pas des dernières techniques. Notamment, on a des fabricants de fours chez nous. Quand vous voyez maintenant ce qu'on fait dans les cellules de refroidissement, dans les fours et dans les tunnels de nettoyage, c'est extraordinaire. On a vraiment fait baisser de façon très très forte les consommations. Donc ça, c'est un vrai sujet qui avance, mais ça va prendre du temps. Parce que vous ne pouvez pas faire un claquement de doigts et demander à nos chers restaurateurs de changer tout leur matériel du jour au lendemain. Stéphane Martinez, un dernier mot ? Oui, il ne faut pas tout demander aux restaurateurs. Hein. Déjà, l'objectif, c'est d'aller y manger. Hein, déjà. C'est la première chose, hein, d'être bien accueilli, etc., de manger des produits en circuit court. Mais sur le recyclage de l'eau, on a des professionnels qui travaillent sur le recyclage des eaux usées. Ils essaient de mettre des cuves avec des espèces de bactéries qui leur permettent de mettre ces eaux usées dans les toilettes. On a des expérimentations qui commencent à ce niveau-là. Beaucoup de professionnels ont mis des mousseurs d'eau. Beaucoup de professionnels ont sensibilisé leurs cuisiniers ou les serveurs pour les carafes d'eau, les vider plus. Vous mettez dans les plantes, vous les stockez. La bonne pratique des cuisiniers au niveau du refroidissement des légumes quand on les précuit, pareil, c'est fini. Ils ne laissent plus couler la flotte pendant 10 ans. Maintenant, ils ont compris. Il y a beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'actions qui ont été faites sur l'eau. Il y a encore un petit peu de travail, mais les actions sont bien lancées de la part des professionnels de la restauration. On avance dans le bon sens. Messieurs, on a atteint le temps limite qui nous était imparti, mais en revanche, je vais quand même, avant de vous laisser partir, vous permettre, vous qui avez assisté à nos échanges, de poser une ou deux questions avant que l'on se quitte. Est-ce qu'il y aurait une question dans le public ? Vous levez la main et on va venir vers vous avec un micro. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire, messieurs, que vous avez été absolument parfaits et que vous avez répondu à toutes les interrogations. Vous voulez... Oui, ben, allez-y, faites votre photo. Pendant ce temps-là, je vais vous remercier, messieurs, d'être venus échanger sur ce sujet de la circularité totale pour savoir si c'était un nouveau standard. On l'a compris, oui, en tout cas, on s'y avance, même si en concernant la REP, ça reste un peu compliqué. Stéphane Martinez, merci. Vous êtes le président de la commission RSE au CHR. Julien Dubourg, président exécutif de Cité au Pro, merci beaucoup. Merci à vous, Michel Sanson, président GECO Food Service. Et merci, Mike Ecker, fondateur de Bewater, que l'on retrouve donc sur ce Sierra Lyon durant toute la durée du salon. Dans un instant, le temps d'une pause, on va parler de la nourriture des plus petits. Voilà, avec un chef triplement étoilé, Régis Marcon, et puis Michel Ange, qui représente Interfel pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. On se retrouve dans quelques minutes. Dreams, we enjoy the moment.